Alors bonjour, ce matin on veut regarder le chapitre 10 de Genèse. C'est ça. Alors c'est un chapitre qui pour certains pourrait ne pas être très intéressant puisqu'il est question de noms et de généalogie, d'emplacement géographique et tout ça. Mais ça donne toute une crédibilité à la parole de Dieu parce que ça fait le lien avec toutes les autres généalogies avant aussi. Donc, ça nous remonte jusqu'à la création. Alors, ça nous donne tout le développement pas tout le développement, mais le développement des nations les plus importantes qui ont eu un rapport avec Israël, qui ont eu une certaine influence sur Israël ou sur lequel Israël a eu une influence. Alors, ce ne sont pas des généalogies complètes, dans le sens qu'on ne parle pas de tous les peuples, parce que l'intérêt, c'est surtout par rapport à Israël. Mais c'est extrêmement précieux pour faire le lien, en tout cas au travers de l'histoire. C'est ça. Alors, c'est très riche, surtout si on utilise la signification de chaque nom. Il y a beaucoup de choses qu'on peut encore aller chercher, d'informations au travers de la signification de ces noms-là, parce que on ne donne pas dans la Bible des noms comme ça par hasard très souvent. C'est que c'est rattaché à des expériences, rattaché à du vécu, ou à des paroles de Dieu, des promesses par rapport aux enfants qui sont donnés. Donc, c'est pas juste des noms comme ça là, qui n'ont aucune signification. Comme pour nous, on donne des noms en fonction de la consonance, de la beauté, de la rareté, ou en tout cas des raisons qui sont assez futiles dans le fond. Mais nos ancêtres, et dans la Bible, ils choisissaient des noms qui avaient des significations avec ce qui se passait. Donc, d'où tout l'intérêt aussi d'étudier ces noms-là. Alors, on va regarder ça, on va lire ça. Je ne pourrais pas donner un commentaire sur chacun de ces noms-là, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup trop. Et l'histoire ou l'archéologie ne nous a pas donné de l'information sur tous ces noms-là. Donc, il y a beaucoup de mystères encore à découvrir par rapport à ces noms-là, mais de plus en plus, on a de l'information et ça valide l'historicité de ces noms-là. Donc, on va regarder ça. Alors, on y va avec la lecture. Chapitre 10 de Genèse. Voici la lignée des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Alors, comme je l'ai déjà dit, l'ordre ici n'est pas un ordre chronologique, dans le sens que Sem serait l'aîné, Cham le deuxième, et puis Japheth le plus jeune. Alors, c'est ici, il faut comprendre autrement la raison de la disposition de ces noms. Cham, c'est clair, c'est le plus jeune, ça, c'est pas contesté. Ce qui est contesté, c'est entre Sem et Japheth. On y reviendra tout à l'heure, mais ici, l'ordre qui est donné, c'est en fonction, justement, des rôles de ces fils-là, en fonction d'Israël. Donc, le plus proche, évidemment, puisque Israël descend de Sem, on comprend que ça vient en premier. Cham aussi, parce que, tout le pays Canaan descend de Cham avec leurs descendants qui auront eu une grande influence, une grande interaction avec Israël. C'est pour ça qu'on le met en deuxième. Et troisièmement, Japheth avec ses descendants qui sont beaucoup plus éloignés, qui auront moins d'interaction avec Israël, moins d'importance. Donc, alors pourquoi après ça on inverse ce rôle-là? Eh bien, vous allez voir, on va commencer d'abord avec les fils de Japheth. On va suivre avec les fils de Cham. Et pour finir avec les fils de Sem. Alors, pourquoi renverser les choses de cette manière-là? Pour faire le lien avec le chapitre 11,
où il est question clairement ici de la lignée qui va amener à Abraham, qui est le père évidemment d'Israël. Donc, en terminant le chapitre 10 par les fils de Sem, eh bien, la table est posée pour aller plus dans le détail vis-à-vis de la descendance de Sem pour finalement nous conduire à Abraham. Alors, c'est la raison pourquoi les choses ont été placées de cette façon-là. C'est important de le comprendre. Donc, dans une certaine façon, en renversant carrément l'ordre, parce que, bon, je le répète, dans le premier verset, c'était Sem, Cham, Japhet. Dans ce qui va suivre, plutôt, ça va être Japhet, Cham et Sem, l'ordre qui est donné. Parce qu'on veut tout d'abord se débarrasser c'est une façon de parler, mais se débarrasser de Japhet, ensuite de régler le cas de Cham et ses descendants pour finir avec ce qui est le plus important à retenir, c'est les fils de Sem. OK, on y va avec ça. Et donc, ça nous donne le peuplement mondial, en tout cas autour d'Israël particulièrement, de ses descendants, avec ses descendants. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Donc, plusieurs de ces ancêtres-là, on ne sait pas trop exactement où ils étaient, mais disons que pour Gomer, Magog, Méchec, Tiras, c'est plus vers le nord d'Israël. Donc, ce serait aujourd'hui Turquie, Arménie et plus au nord encore. Donc, c'est plus vers là qu'il faut chercher l'emplacement de ce peuple-là, de ces peuples-là par la suite. Donc, on se souviendra que dans le livre d'Ézéchiel, on parle beaucoup de Gog au pays de Magog. C'est ça. Alors, donc, on va reparler de ça, surtout en rapport avec le temps de la fin, le millénium et tout ça. Mais ici, ce qui est important, dans les noms qu'on connaît, beaucoup plus leur identification. Madaï, ce sont les Mèdes, qui vont finalement envahir Israël à un moment donné, sous l'Empire médo-perse. Javan, ben, ce sont les Grecs, les îles grecques, les Grecs. Alors voilà, ça c'est les choses plus sûres qu'on connaît. Au verset 3, les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Donc c'est ça, c'est des gens plus au nord. Les fils de Javan. Alors il y en a qu'on ne touche pas, hein, et puis donc Méchec et tout ça, on ne va pas les toucher, ou Tubal. Mais ici, on se concentre sur Gomer. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis. Tarsis, c'est soit Chypre ou l'Espagne, parce qu'on parle dans la Bible, on va parler des bateaux de Tarsis. Même Jonas qui voulut aller à Tarsis. Alors, donc, c'est l'identification encore là, on n'est pas certain, mais Chypre sort souvent et l'Espagne, les côtes de l'Espagne aussi. Voilà. Et Kittim, certains l'ont identifié aux Romains, mais ça peut être aussi les îles dans la Méditerranée, d'Odanim. Bon. Donc, on revient sur Kittim dans la Bible. C'est ça, et à un moment donné, ils sont identifiés aux Romains. Bon, l'Italie, c'est une possibilité. Dodanim, ça peut être Rodanim aussi. Donc, bon. Ce sont eux qui ont peuplé les îles des nations, alors réparties par territoire d'après leur langue, groupées par clan dans leur nation. Les îles des nations, c'est comme si à cause... donc, on anticipe ce chapitre 11 de la Genèse avec Babel. Ici, l'auteur a voulu donner un plan un peu plus général avant d'en arriver
à quelque chose de plus, comme dans un entonnoir, de plus précis dans le chapitre 11, et il nous explique comment s'est fait cette diffusion des langues aussi. Donc, il nous donne un point de vue plus général de l'ensemble plus des peuples, avant de se concentrer sur la lignée de Shem et sur aussi l'explication des langues. Alors, quand on parle des îles des nations, ce n'est pas des îles en pleine mer nécessairement, mais des îles dans le sens que, à cause des langues, ça a créé des îlots, on pourrait le traduire comme ça, des îlots de peuplement, séparés les uns des autres. Voilà. Alors, c'est dit que ce sont eux qui les ont peuplés. Donc, alors, Japheth nous montre que par rapport à Israël, ça va être beaucoup plus étendu, beaucoup plus éloigné d'Israël, leur contexte de peuplement à eux. C'est pour ça qu'il parle des îles des nations. Hein? C'est ça. Donc, c'est plus que ce qui nous a donné notre naissance à nous aussi, ce qui nous concerne davantage. Japheth, ça parle plus des païens dans le sens large du terme. Et puis, voilà. Alors, on passe ensuite de ça avec les fils de Cham, qui furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Donc, bon, Mitzraïm, c'est l'Égypte. Canaan, bon, on le connaît. C'est la Palestine, en fin de compte. Cush, c'est contesté. On pense que ça peut être la Libye ou la Somalie. C'est discuté. On va voir tout à l'heure un peu plus loin que c'est peut-être même quelqu'un d'autre totalement. Je vais y revenir. Put, ce sont les Éthiopiens. C'est ça, plus probablement les Éthiopiens, parce que comme on n'a pas toutes les certitudes qu'on aimerait avoir. OK, les fils de Cush, Saba, Vila, Sapta, Raïma et Sapteka, ça nous parle plus ici de ce qui c'est dans le désert d'Israël, au sud d'Israël. Ça ressemble à des peuplades qui sont par là et qui contournent Israël aussi sur le côté est. Donc, c'est toute cette partie désertique entre Israël puis l'Euphrate. Ça peut donner, ces gens-là ont pu peupler cette partie-là. Cush, bon, alors ici, si effectivement Cush, ça serait la Libye ou la Somalie, on se demande bien pourquoi Nimrod, parce que c'est aussi un fils de Cush, pourquoi Nimrod se retrouve finalement dans la région de la Mésopotamie. Et puis, alors, c'est pour ça que Cush, finalement, c'est peut-être plus établi à l'est d'Israël plutôt qu'en Afrique. J'ai plus l'impression de ça, parce qu'ils ont enfanté Nimrod, et Nimrod a eu son pouvoir dans la région de la Mésopotamie, comme on peut le voir ici, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Oui, on dit le chasseur, le premier chasseur devant l'Éternel. Chasseur, ça peut être un sens plus large. Est-ce que c'est vraiment de la chasse qu'il faisait, soit des géants, c'est possible, ou même des dinosaures qui représentaient une menace pour l'humanité? C'est possible, mais ici, comme vous voyez, la traduction laisse entendre que chasseur devant l'Éternel, c'est ici l'idée d'être un empereur, hein, le premier homme puissant sur la terre. Donc, il serait le premier grand chef d'État ou grand chef d'empire que la terre a connu. Et puis, il est impliqué, plus tard, on va le voir avec la tour de Babel. Et puis, mais là, ça dit, il fut, au verset 9, il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod,
puissant chasseur devant l'Éternel. Alors, c'est ça. Il régna, donc c'est certain que c'est un roi aussi. Il régna d'abord sur Babel, donc Babel, c'est Babylone, Érec, Akkad, Calné. Donc, ce sont toutes des villes dans la Mésopotamie, vers le sud, dans le pays de Shinéar. Shinéar, c'est ça, c'est l'ancien nom pour la Mésopotamie. C'est de ce pays-là que sortit Assur. Assur, on va le voir, c'est un fils de Shem, plus loin. Et puis, Assur est sorti de la Mésopotamie pour finalement aller vers le nord, en se dirigeant vers la Syrie aujourd'hui. Mais en y allant, il construisit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash. Et Resen, entre Ninive et Kalash, la grande ville. Donc, ici, Resen semble même plus imposant à ce moment-là que Ninive. Ninive va prendre une ampleur considérable plus tard avec les Assyriens. Mais ici, c'est ça. Donc, on parle ici de la Mésopotamie du Nord, ou le nord de la Mésopotamie, par rapport à Babel et tout ça qui est Érec, et tout ça qui sont plus au sud. Mitzraïm, donc l'ancêtre de l'Égypte, eut pour descendants les Loudim, Ananim, les Léabim, Naphtumim, les Patrusim, les Cachluim, dont sont issus les Philistins. Alors eux, on les connaît bien. C'est pas pour rien qu'il a mentionné ici, bon, il mentionne les autres au passage, qui sont tous des descendants qui ont peuplé l'Égypte, le nord de l'Afrique. Et puis, voilà. Et puis là, ici, c'est pas pour rien qu'il dit les Cachluim, eux, ils sont importants particulièrement à cause des Philistins qui va constituer une grande partie de l'histoire d'Israël, avec le roi David et tout ça, Saül et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il fait ressortir ici cela. Alors, quand il y a un éclairage ou une concentration sur un nom particulier, c'est en rapport avec Israël. Et les Caphtorim. Bon, Canaan. Donc, ici, c'est un fils de Cham. Hein. Canaan eut pour descendant Sidon, donc plus au nord de la Palestine, les Sidoniens. Son fils aîné, Éeth. Ici, ça se peut que ce soit l'empire que de ce fils-là s'est développé plus tard. Les Hittites, qu'on connaît bien dans l'histoire, parce qu'il s'agit vraiment de l'ancêtre des Hittites qui se seraient déplacés plus vers le nord, c'est-à-dire la Turquie, et qui auraient constitué un assez grand empire à un moment donné. Mais il y avait des Hittites, des Hétiens aussi en Israël. Il y en a qui doutent que ça a un lien vraiment avec les Hittites, le grand empire. Mais on voit que, par exemple, Bathsheba était la concubine qui est devenue la femme de David, était mariée avec un Hittite ou un Hétien. Ainsi que les Jébusiens, ça c'est les gens qui habitent Jérusalem, qui habitaient Jérusalem, la montagne de Sion, de Jérusalem. Les Amoréens, c'est ceux qui sont plus à l'est du Jourdain, que Moïse a dû affronter avant de rentrer dans la terre promise. Donc les Og, roi de Bazan et tout ça, c'était des Amoréens, ces gens-là. Les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amatiens. Donc, c'est tous des fils de Canaan qui ont habité à un moment donné dans le pays de Canaan, mais qui se sont éparpillés, là, et savoir qui est devenu qui ou quelle nation finalement.
c'est un peu compliqué. Ensuite, les clans des Cananéens se dispersèrent, c'est ce que je vous ai dit. Le territoire des Cananéens allait de Sidon, donc ça c'est ce qui est le plus au nord. Du côté de Guérar, ça nous parle de la côte, la côte Méditerranée à l'ouest. Donc l'extrême nord du territoire des Cananéens, c'est Sidon. L'extrême sud, ça serait Gaza, sur le côté ouest. Guérar indique le pôle, l'ouest. Oui, l'ouest, c'est ça. Tandis que de l'autre côté, et du côté de Sodome, donc Sodome ici, c'est pas la ville extrême, mais ça nous montre le côté est. Sodome était sur le côté est. Alors là, ce qui nous montre la dimension du pays, c'est Gomorrhe, d'Amna et de Tséroïm, qui est au sud, à l'équivalence de Gaza à l'ouest. Et puis, donc, jusqu'à l'Écha. L'Écha doit être la limite nord de ce territoire-là, sur le côté est. Alors, vous voyez, ça fait comme, il nous donne comme une espèce de rectangle, là, qui dit, voilà, ce que les fils de Canaan occupaient à ce moment-là. Voilà quels sont les fils de Cham, groupés par clan et par langue dans leur territoire et leur nation. Donc même parmi les fils de Canaan, il y avait plusieurs langues aussi qui les divisaient. Là, on arrive au verset 21. Et là, c'est dans la seconde 21, ça dit « Le fils aîné de Japheth, Sem, eut aussi des fils. » Alors, c'est pas... Au niveau de la traduction, on peut aussi traduire, par exemple, il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber, le frère et frère de Japheth, l'aîné. Donc, les deux traductions sont possibles. Qui identifie d'un côté Sem comme l'aîné, de l'autre côté Cham comme l'aîné. Je pense que c'est Cham qui est l'aîné. Donc, il faudra adopter plutôt la traduction de la version NEG Genève. Ici, je pense qu'il est plus exact. Pourquoi? Bien, si on va à Genèse 11... il faut prendre deux textes pour... donc, vous pouvez avoir Genèse 11, et c'est ça. Alors, je veux juste... Voilà. OK. Alors, on va prendre Genèse 11, tout d'abord, verset 10. Voici la lignée de Sem à l'âge de 100 ans. Sem eut pour fils Arpachad 2 ans après le déluge. Alors, ça, c'est intéressant. Donc, Noé a eu, dans 532, Noé était âgé de 500 ans quand il eut Sem, Cham et Japheth. Alors, et aussi, il faudrait... il y a un texte que j'aurais dû le noter, mais il est dit que... bon. En tout cas, on sait que... alors, Sem, ici, dans 5.32, serait mis en premier dans l'ordre, mais comme je vous ai dit, je vous ai expliqué l'ordre qui n'est pas nécessairement chronologique. Donc, on pourrait penser que Sem avait... donc, Noé avait 500 ans quand Sem est né. Les autres seraient nés un peu plus tard. Sauf que le déluge est arrivé, on sait cela avec les détails qui nous sont donnés. Par exemple, dans 7.6 de Genèse, Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Alors, ce qui voudrait dire que, finalement, si Sem est l'aîné, quand le déluge est arrivé, il aurait déjà 100 ans.
Et puis, dans 11:10, ça dit « À l'âge de 100 ans, Sem eut pour fils Arpachad 2 ans après le déluge. » Donc, il y aurait une contradiction ici, parce que si Sem est l'aîné, donc il aurait 100 ans au déluge. Et ici, ça dit « À l'âge de 100 ans, Sem eut pour fils Arpachad 2 ans après le déluge. » Donc, il devrait avoir... Maintenant, c'est sûr que ça peut varier, là, dépendamment de... quand est-ce qu'on fait qu'on donne l'âge, hein? C'est dépendamment de quel mois et tout ça. Donc, ça peut varier. OK, alors... Mais quand même, ça donne l'impression que Sem était plus vieux que seulement 100 ans quand il a eu... s'il est l'aîné, comprenons bien, s'il est l'aîné, il aurait environ 102 ans. Quand Arpachad est né, alors qu'ici le texte dit « À l'âge de 100 ans, Sem eut pour fils Arpachad. » Bon, est-ce qu'il y a un arrondissement? Est-ce que vous comprenez ici au chiffre? Je ne pense pas. Je pense que, c'est pour ça que je pense que Japhet, effectivement, est l'aîné. Sem serait venu un petit peu après, quelques années après, lui, et finalement, Cham, qui est le plus jeune, serait venu après ça. OK, alors voilà pour ce qui est du verset 21. OK, on continue. Au verset 21, il dit « Il fut l'ancêtre de tous les descendants d'Héber. » Alors, il dit finalement, Héber est venu plus tard, mais ce n'est pas son fils premier, c'est ça. Mais il est venu plus tard, mais les fils d'Héber, ben c'est ça, on voit, c'est les Hébreux, hein, c'est les Juifs, finalement. Donc, il anticipe déjà ça, il nous dit pourquoi il parle de Sem et tout ça, et quel nom dans cette lignée-là est particulièrement important, ben, il nous le dit, c'est Héber, parce qu'il y a un lien avec les Hébreux. OK, alors les fils de... Donc, il revient un peu en arrière, là, il revient avec les premiers fils de Sem, la première génération. Les fils de Sem furent Élam, Assur. On a vu tout à l'heure Assur, qui est sorti finalement du nord de la Mésopotamie pour monter vers le... Non, il était du sud de la Mésopotamie pour remonter vers le nord. Après ça, il fondé d'autres villes, là, comme on a vu tout à l'heure. C'est ça. Alors, OK, j'en ai déjà parlé. Alors, je continue. Donc, je reviens. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Aram, c'est les Araméens. C'est du côté de la Syrie. Donc, la Mésopotamie en allant vers le nord, puis en continuant vers la mer, vers le nord, au Liban et tout ça, la Syrie. Bon, Aram est plus dans ce coin-là. Alors, on a ici le tableau que ça nous donne. C'est vraiment le nord de la Mésopotamie en s'en allant aussi vers l'est, vers l'Inde, finalement, aujourd'hui. Mais Élam, c'est les Élamites. Donc, ça, c'est vraiment à l'est de la Mésopotamie. On s'en va vers l'est, vers l'Inde, Bon, les fils d'Aram, donc comme je l'ai dit, Aram va donner finalement, la langue universelle va devenir l'araméen, ça vient de lui. Alors, on parle de ses fils ici, Utz, Hul, Géter et Mash. On ne sait pas trop. Donc, on peut penser autour du Liban, ceux qui ont peuplé cette région-là, la Syrie et tout ça. Arpachad eut pour fils Shélach, et Shélach eut Héber. Ah, ça nous intéresse. Héber eut 2 fils. Le nom de l'un était Pélec. Pélec, ça veut dire partager. Parce que c'est à son époque que la terre fut partagée. Partagée, bon, là, il y en a qui ont vu ça ici, la dérive des continents. Bon, parler de dérive de continents,
puisque la croûte, elle, sous les continents, elle forme un bloc, hein, donc, comment les continents peuvent vraiment dériver? Ben, en tout cas, ils ont pu être écartés par des tremblements de terre immenses, ou en tout cas des plaques tectoniques qui se sont ouvertes. Donc, il y en a qui voient ça ici, en parlant de ça, que finalement, le déluge aurait craqué la terre. Et après ça, eh bien, à ce moment-là, il y aurait eu comme un phénomène géologique où finalement les continents se seraient carrément séparés ici. Mais je pense que c'est plus simple d'y voir tout simplement le partage avec Babel, que ça serait au temps où la naissance du fils d'Héber, Pélec, où ça se serait passé. Joktan eut pour fils Almodad, Shélef, Hatzarmavet, Jérash, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abiméel, Seba, Ophir, Avila et Jobad. Alors, où sont-ils ces gens-là? Ça dit, tous ceux-là furent les fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Mécha jusqu'à Séphar, la montagne de l'Est. Donc là, on sait qu'à l'est de la Mésopotamie, il y a bon, l'Himalaya va être un peu plus loin et tout ça. Mais est-ce qu'on parle ici de la montagne de l'Est, l'Himalaya? Ici, donc, c'est des peuples indo-européens. Ici, Ophir, on en parle dans le reste de la Bible. Avila aussi, comme des places où il y avait beaucoup d'or. Alors, ça peut être justement dans la région de l'Inde qu'on retrouve, ou le Pakistan et tout ça, l'Afghanistan, et dans ces coins-là, que les descendants de Joktan se seraient multipliés. Voilà quels sont les fils de Sem, groupés par clan et par langue dans leur territoire, et leur nation. Tels sont les clans des fils de Noé en fonction de leur lignée, avec leur nation, ces deux, que sont issues les nations qui se sont dispersées sur la terre après le déluge. Donc, c'est ça. C'est extrêmement important, surtout pour un historien, d'avoir ces informations-là, mais ça nous montre que, finalement, l'histoire biblique est entremêlée avec tous des noms comme ça qui montrent que lorsqu'on parle de miracles, lorsqu'on parle des interventions de Dieu, c'est dans un contexte réellement historique et non pas des légendes ou de la mythologie avec des noms inventés, mais nous sommes des descendants de ces gens-là. Et c'est intéressant, quelqu'un qui voudrait faire une étude pour retracer ces peuplades-là, eh bien, c'est un travail, en tout cas, important à faire et il y a encore beaucoup de choses à découvrir par rapport à ça. Alors, voilà pour aujourd'hui l'enregistrement. Bonne étude.